communication qui va porter sur un sujet un peu différent, qui a déjà été anticipé il y a très longtemps par des gens comme George Orwell ou Aldous Huxley, mais 1984 ayant plutôt une odeur de passé, que Brave New World reste toujours orienté sur l'avenir. Et nous appelons encore Strasbourg, cette fois-ci avec Pierre Falcoz, qui est un des artisans dans le sillage de Marcel Dahan dans la construction de la base nationale de chirurgie thoracique Épitor. Bonjour Gilbert, bonjour à tous. D'abord Gilbert, je te remercie de m'avoir invité, ainsi que tous mes pairs de l'Académie, de m'avoir donc donné l'opportunité de présenter aujourd'hui ce sujet sur Big Data, intelligence artificielle. Normalement, ça doit marcher. Parfait. Alors, parfait. Alors, comme vous le constaterez, c'est un exercice un peu différent et un peu difficile pour un chirurgien d'expliquer des concepts mathématiques abstraits en tentant de les rendre accessibles et intelligibles à tout le monde. Alors, j'ai fait quelques diapos en anglais. Je vous remercie de m'excuser de ces diapos en anglais, mais la plupart des termes dans l'intelligence artificielle sont en anglais. Alors, j'ai tranché comme un bon chirurgien et j'ai préféré présenter comme ces termes sont présentés actuellement dans la littérature. Alors, ces diapos sont vraiment le fruit d'un travail de synthèse effectué par toute une équipe de recherche et que je vais essayer de présenter au mieux. Alors, je suis un peu inquiet, je ne vous le cache pas, parce que tout à l'heure, Philippe Marre a dit qu'Agathe Seguin l'avait fait rêver. Avec ce que je vais vous montrer, là, on est vraiment dans le futur plus ou moins lointain. J'espère que je ne vais pas vous donner de cauchemar. Alors, premièrement, en guise d'introduction, eh bien, pour introduire le sujet, je vais vous présenter une enquête qui a été récemment effectuée lors d'un webinaire dédié à l'intelligence artificielle auprès d'environ 500 chirurgiens. Vous voyez, il y en a 229 qui avaient répondu. Sur des questions qui avaient attrait au niveau de compréhension de ce nouvel outil, l'intelligence artificielle, auprès des chirurgiens. Alors, une des questions majeures, c'était: est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va impacter votre travail de chirurgien? Alors, seulement 5% a dit non. Tout le reste du panel interrogé a dit oui, ça va impacter. Alors, il se découpait de la façon suivante. 75% a dit oui, il va y avoir un impact de l'IA, l'intelligence artificielle, et ça va être pour le mieux, pour améliorer. 15% des chirurgiens pensaient que l'IA allait impacter leur travail, effectivement, mais ça les inquiétait. Et une petite minorité pensait carrément que leur travail allait être remplacé et que l'IA, par l'intermédiaire de la robotique, de la réalité augmentée, allait remplacer le travail du chirurgien. Alors donc ça, c'est vraiment des informations importantes pour la spécialité chirurgicale, ce d'autant que dans le même temps, sur les chirurgiens interrogés, il y en avait 75% qui ne disaient ne pas bien connaître les fondamentaux de l'IA. Alors, je vais essayer de vous expliquer les fondamentaux tout au long du quart d'heure qui va suivre. Alors, l'IA, c'est un concept très large. Un peu protéiforme, il y a à boire et à manger dedans, assez difficile à définir. Alors, ce qui est actuellement retenu, je dirais une façon simple, élégante, c'est de définir trois concepts. Il y a ce qu'on appelle la narrow AI, donc l'IA restreinte, la générale et la super. Alors, la narrow. Dans le cadre de l'IA restreinte, on va mettre en place un programme pour implémenter des tâches spécifiques sur des problèmes spécifiques. En fait, on connaît bien les tâches que l'on veut résoudre et on va mettre en place un système informatique pour résoudre ces tâches, et ceci à l'aide de données, d'où l'apport du big data. Et dans ce cas-là, la performance de l'ordinateur, elle est au moins égale, voire supérieure à celle des humains. Et on en est là actuellement, on n'est pas plus loin. Alors maintenant, le futur, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui pourrait se passer? L'IA qu'on dit general. Alors, dans ce cas-là, l'ordinateur pourra résoudre chacun des problèmes que les humains peuvent résoudre aujourd'hui,
et même tous les problèmes auxquels les humains n'auraient pas pensé ou donné un ordre de faire. Pour la plupart des experts, ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'on ne sait pas si on a la méthodologie, si on a les outils, les capacités informatiques pour le faire. Et puis enfin, une petite étape ultérieure, il y a la super IA, et cela va se passer à un moment où les ordinateurs feront mieux que nous. Alors, la différence entre général et super, elle est relativement ténue. Et d'après les experts, encore une fois, si on parvient à rentrer dans le contexte de l'IA générale, on sera très très vite, on est plus loin de l'IA dite super. Et c'est là qu'on va commencer à avoir des problèmes, comme l'avait anticipé Aldous Huxley dans son livre, ou plus récemment, à la fin des années au début des années 2000, Stephen Hawking, qui avait fait des prédictions assez alarmantes quant à la gestion et aux possibilités de l'intelligence artificielle. Bon, actuellement, ce n'est pas là qu'on se situe. Alors, je vais maintenant tenter de vous expliquer certains concepts généraux de l'IA. Et pour ça, on va y aller de façon la plus pédagogique possible, pas à pas, à l'aide d'exemples. Alors, c'est ce qui est le plus simple pour expliquer vraiment ces concepts abstraits. Et donc, on est à une séance de chirurgie, donc j'ai découpé en diagnostic, pré, per ou post-opératoire, et j'aurais pu choisir n'importe laquelle de ces étapes. J'ai pris l'étape diagnostic, parce qu'elle est assez facile à présenter. Il y a des exemples qui s'y prêtent bien. On peut bien l'illustrer et elle permet d'illustrer correctement la progression. Mais en fait, le concept général de l'intelligence artificielle, il peut s'appliquer à chacune de ces étapes. Alors, l'IA restreinte. Il y a différents outils dans l'IA restreinte, dans la narrow. On les utilise tous actuellement, ou du moins, on en a tous entendu parler. Alors, il y a 3 concepts particuliers et précis qu'il faut avoir à l'esprit. Tout d'abord, il y a ce qu'on entend par le machine learning. Alors, c'est une façon de faire de l'IA narrow lorsque la machine, elle apprend ses tâches par les données qu'on va mettre dedans. Elle apprend au fur et à mesure. En quelque sorte, elle est nourrie par les données. Il y a une sous-spécialité du machine learning qui est le neural networks, donc le réseau neuronique. C'est donc un cas particulier de machine learning. Et là, dans ce cas-là, on va chercher à créer un modèle informatique qui a pour but d'imiter, alors de manière actuellement grossière, mais quand même, le cerveau humain. Et puis, à une étape qui est pour le moment l'étape ultime, on n'est pas allé plus loin, c'est le deep learning, quand on va mettre en perspective plus large ce réseau neuronique, le neural networks. Voilà les 3 principaux outils de l'IA restreinte. Alors maintenant, allons-y. L'exemple que j'ai sélectionné, c'est celui de la reconnaissance du mélanome. Alors la tâche est la suivante. On a une image, vous voyez là, il y en a toute une collection, et on voudrait que la machine, l'ordinateur, il classe cette image de manière fiable en bénin ou en malin. Alors, j'ai surtout choisi cet exemple parce que ça a été un tournant. En fait, il a été publié en 2017 dans Nature, et ça a été la première fois que la machine a fait mieux que le classement proposé par les dermatologues. Ça m'a fait penser un peu en 1997, quand le logiciel IBM Deep Blue avait battu Kasparov aux échecs. Donc, 2017, c'est le tournant. Qu'est-ce qu'on veut faire réellement en pratique? Eh bien, on prend une image. Et cette image, c'est en fait qu'une collection, vous me l'accorderez, c'est une collection de pixels avec différentes couleurs, de rouge, de bleu, de vert, de jaune. Cette image, on la fait rentrer dans un programme informatique. Et on veut que ce programme nous donne une décision concernant l'image. Bénin, malin. Mais on ne veut pas seulement ça. On veut, il y a quelque chose de très fin là derrière, on veut que le logiciel il nous donne une justification de ses choix. En clair,
pourquoi pourquoi il a fait ce choix dans le classement de l'image. Ça, c'est ce qu'on appelle la justification ou l'explicabilité. Alors, en fait, la plupart des articles qui sont proposés actuellement dans la littérature ou même dans les grands médias ne se focalisent que sur la précision de la décision, donc que sur la première étape. Hein. Très peu s'intéressent à la justification de la décision, qui est une notion qui est plus difficile à appréhender, mais qui reste très importante dans la confiance auquel on peut porter, à laquelle on peut faire dans le système qu'on a mis en place. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter 3 méthodes de reconnaissance du mélanome, l'une sans intelligence artificielle, l'autre avec le machine learning et la dernière avec le deep learning. Alors, méthode numéro 1, on attaque, c'est la méthode dite inspiration. Eh bien, reconnaissance du mélanome, c'est la règle très connue, A, B, C, D, E, A pour asymétrie, B les bords, C la couleur, D le diamètre, E l'évolution. C'est la méthode qui a fait foi pendant des années et pour laquelle les dermatologues ont établi ces critères. Alors maintenant, on va essayer d'avancer. Je vous ai dit, on va programmer sans intelligence artificielle. Alors, comment ça se passe? Comment on peut faire? Eh bien, on prend cette image. On prend une image de la lésion. De cette image, on va extraire les caractères A, B, C, D. Le E, c'est difficile sur une image parce que c'est l'évolutivité. Donc, de cette image, première étape, on extrait les caractères A, B, C, D. Et pour faire ça, on va tenter de faire un programme qui va analyser la lésion au mieux. Et donc, avec ce programme, on va estimer la symétrie, les bords, la couleur, le diamètre. Le programme, il permet d'extraire l'information. Ensuite, on arrive à l'étape numéro 2, qui est celle de la décision. Et lors de la décision, on va établir des règles. Donc, les règles, c'est une petite équation. Par exemple, si l'asymétrie est supérieure à 70% et les bords, l'irrégularité des bords à moins de 50%, eh bien, on pourra conclure que la lésion elle est maligne ou que la lésion elle est bénigne. Alors, ça fait longtemps que ça existe, ça fait bien une trentaine d'années. C'est difficile à faire et ce qui est complexe, ça prend du temps, et ce qui est complexe, c'est l'extraction, c'est la programmation de l'extraction, l'étape numéro 1. Et puis, ce n'est pas à nous, Français, que je vais l'apprendre. Hein. Les règles, elles sont faites pour être contournées. Donc, elles ont des exceptions et ça rend l'ensemble de programmation sans intelligence artificielle. C'est une méthodologie pas très fiable et ça ne marche pas vraiment en pratique. Alors là-dessus, je pense que vous me suivez jusque-là. Maintenant, on va introduire le concept de machine learning. Alors, qu'est-ce qui se passe pour arriver à classer la lésion quand on fait du machine learning? Eh bien, on garde la première étape, qui est la première étape d'extraction des caractéristiques. Dans le programme dédié qu'on a fait, souvent avec difficulté, mais on a fait un programme dédié d'extraction des caractéristiques. Ensuite, l'étape numéro 2, ça change. Au lieu de faire des règles mathématiques, eh bien, on va utiliser la machine de façon automatique pour arriver à la décision. Malin, bénin. En fait, une fois qu'on a pris en compte les caractéristiques d'asymétrie, de régularité, par exemple, ça c'est l'étape numéro 1, les images que l'on va mettre dans la machine, elles vont se classer en clusters, en groupes. Et où on va noter, par exemple, une asymétrie supérieure, une différence de régularité des bords pour les images malignes. Donc, on va avoir un classement. Et ce qu'on attend de la machine, c'est qu'elle dessine une ligne. Là, vous voyez, c'est une ligne qui est bien claire, c'est binaire, c'est une droite. Elle va dessiner une ligne, on y reviendra à la fin, va dessiner une ligne entre les deux groupes, bénin et malin, et ainsi pouvoir résoudre le problème. Alors, ça, c'est l'idéal. Comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre de façon encore plus fiable? Eh bien, en utilisant un réseau neuronique, le fameux neural network. Je vous le répète, ce neural network, hein, c'est, là comme ça, c'est un peu effrayant, mais en fait, c'est assez simple. C'est un type particulier de machine learning
on cherche à créer un modèle informatique qui imite de manière grossière le cerveau humain avec, on va le voir, un véritable neurone avec la dendrite qui correspondra, on le verra tout à l'heure, au signal et l'axone à l'évolution du signal. Donc, comment ça se passe dans le neural network? C'est la même chose, on fait entrer dans la machine les caractéristiques de la lésion sous forme de nombres. Vous vous rappelez, on les a calculées, on a fait un programme informatique. Donc, les caractéristiques, cette fois, elles sont, entre guillemets, numérisées, on a un nombre. C'est ce que l'on voit à gauche. Et ensuite, avec ces caractéristiques, on va calculer un score. C'est ce qui est à droite, le score S, ce qui est à droite. Ce score, c'est une fonction mathématique qui va compiler les caractéristiques de la lésion. Et si le score est positif, on va dire que c'est bénin ou malin et vice-versa. Ce que l'on fait ensuite pour améliorer la prédiction, c'est qu'on va ajouter des pondérations à chacune des caractéristiques. Et leur poids, le poids de ces pondérations, eh bien, il signifie l'importance de chacune des caractéristiques. On a donc là un procédé de réseau neuronique linéaire. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il va falloir, on est dans un process de machine learning, il va donc falloir apprendre à la machine ou l'entraîner la machine, et c'est-à-dire lui enseigner comment trouver la décision. Donc, on a notre réseau et eh bien, on va entraîner par le procédé de machine learning notre réseau neuronique. Donc, comment on fait ça? C'est simple, on a un échantillon de travail avec une banque d'images. Et ça va se faire pas à pas, c'est un procédé par tâtonnement de supervision. Donc, on apporte des images qui sont malignes, bénignes, et comme on a, c'est noté ici, j'espère que vous le voyez, ce qui s'appelle labels or annotations, c'est les données de l'anatomopathologie qui permettent de savoir ce qu'est réellement la lésion. Donc, on va débuter l'entraînement en mettant ces images. Là-dessus, on affecte des poids à chacune des caractéristiques qui sont initialement attribuées de façon aléatoire. Et on va arriver à notre fonction mathématique et à notre score S, donc, qui nous sert de prédiction. Vous voyez ici, à ce stade, que la prédiction elle est mauvaise parce que la machine, elle n'est pas entraînée. Dans le cas présent, on a une bonne décision sur les 5. Mais comme on connaît la vérité, l'anatomopathologie de chacune des lésions, on sait où la machine a fait des erreurs et ainsi, pas à pas, par un système rétrograde, on va faire des ajustements au niveau des poids. Les caractéristiques, on ne peut pas les changer. On va faire un ajustement au niveau des poids pour améliorer la performance et faire en sorte que la machine, elle classe ou elle classifie correctement l'échantillon de travail. C'est donc un vrai procédé, pas à pas, par tâtonnement. Alors, là, l'étape d'après, on prend une des lésions qui a été mal classée, on change les poids pour être certain qu'elle va être bien classée et on répète le procédé. Et vous voyez sur cette diapo qu'on est parvenu à classer correctement 4 lésions sur les 5. Il y en a une qui reste à classer. Et bien pareil, on continue. Il faut faire un ajustement final pour classer toutes ces lésions. Et donc, quand elles sont toutes classées correctement, on peut considérer que le réseau neuronique, il est entraîné, il est prêt à être utilisé en pratique. Alors ça marche très bien en théorie, mais en pratique, ce n'est pas si simple. Donc, on a vu que ça pouvait très bien marcher dans l'échantillon de travail. Mais la problématique, c'est de savoir si ça peut marcher sur un échantillon de test. Et des fois, on a des déceptions. Ça provient généralement quand on a des données qui viennent notamment d'un autre hôpital. Mais ça, c'est une autre histoire et des fois, on fait comme on peut. Mais la différence entre l'échantillon de travail entraîné qui marche bien et l'échantillon de test est parfois assez importante. Donc, on voit que même avec le machine learning, il y a des limites. Et il y en a 2 majeures. La première, et ça c'est inhérent à cette méthodologie, c'est qu'on ne sait pas si on a extrait les meilleures caractéristiques. Donc, dans notre cas, qui sont issus des dermatologues. Mais ces caractéristiques, on ne sait pas si c'est les plus optimales, si on ne pourrait pas en trouver de meilleures de façon automatique. Puis on sait également que les caractéristiques, elles sont
difficile à modéliser pour faire le programme informatique et le step 1 du machine learning. Et puis ça, ce que je vous ai montré, les caractéristiques, c'est pour un problème simple, c'est binaire, on classe en bénin, malin, on a une image, c'est assez simple. Mais quand on a des problèmes plus complexes, comme par exemple savoir si cette anastomose colique, elle va fuir, et qu'on veut que la machine le reconnaisse, le prédise en quelque sorte, ça va devenir très très compliqué pour déterminer les caractéristiques propres pour emmener la prédiction. Une image, ça ne suffit pas, il va falloir une vidéo. Alors, on se rend compte que là, on est à une étape où eh bien, on va être limité par le machine learning. Et c'est pour ça qu'on arrive maintenant dans l'étape ultime, je dirais, où il va falloir essayer et tenter d'oublier les caractéristiques, de s'en affranchir. Et c'est vraiment la philosophie du deep learning. Alors, on va reprendre le mélanome. Donc, le mélanome version 2.0, je dirais, deep learning. Eh bien, je vous ai dit, on s'affranchit des caractéristiques déterminées a priori. Donc, le A, B, C, D, on oublie. La machine, elle va déterminer et apprendre automatiquement ce que pourraient être les bonnes caractéristiques, celles qui sont nécessaires pour faire la décision. Donc, le travail des ingénieurs informatiques et des cliniciens, il est beaucoup plus simple. On n'a pas à déterminer a priori les caractéristiques qui vont servir et on n'a pas à programmer l'extraction de ces caractéristiques qui, comme on l'a vu dans le cadre du machine learning, c'est assez compliqué et qui avait des limites. Donc, la méthode du deep learning, elle nécessite plus de données, mais elle est beaucoup plus robuste et précise. Alors, lorsqu'on est dans un programme de deep learning, qu'est-ce qui se passe? Le concept, il est similaire à ce qu'on a vu pour le réseau neuronique. Vous voyez, sur cette image centrale, plus ça va, plus on voit des connexions de type dendrite-axone et ce qui peut ressembler, avec un poil d'imagination, à un neurone. Alors, donc, les caractéristiques désignées a priori, on s'en affranchit, et donc la machine, elle va gérer chacun des pixels de l'image. Elle va les relier, les brancher au premier niveau, à la première strate je pense que vous le voyez, à la première strate du réseau neuronique. Et puis, la machine, elle va analyser de plus en plus de pixels, et on va introduire ensuite de plus en plus de strates. Mais le complexe reste, le concept, il reste le même. L'information, elle passe de strate en strate par une combinaison de signaux. En fait, la machine, elle ne se sert plus des caractéristiques, elle va analyser un signal. Et ce signal, dans le cadre du deep learning, ce sont des signaux qui sont pondérés, et avec ces signaux pondérés, qui sont analysés, pondérés, on obtient finalement la décision, le fameux score S. Donc, pour me répéter, l'idée force du deep learning, c'est que les signaux issus de l'image et sélectionnés par la machine, ils vont permettre de résoudre le problème. Ils sont entraînés au fur et à mesure, ils sont encodés et ils ont chacun un poids propre. L'idée étant de trouver le bon poids pour aboutir à la bonne décision au final. Alors, croyez-le ou pas, le deep learning, le procédé de deep learning, il est similaire à ce que je vous ai montré avec le neural network. On a notre échantillon de travail, on passe les images dans le neural network, les signaux, on ne parle plus de caractéristiques, les signaux sont analysés et on va évaluer la performance et on ajuste petit à petit le poids pour maximiser la performance et ainsi de suite. On va répéter jusqu'à ce qu'on puisse faire mieux. Alors là, vous avez… voilà ce que ça peut donner les strates, les signaux, dans un modèle de deep learning. Alors maintenant, il y a des modèles et des présentations très sophistiquées comme celle-là. On voit que le deep learning, il a permis d'accroître et de franchir une étape de façon
d'accroître les possibilités de façon exponentielle de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une représentation de type deep learning d'un réseau neuronique pour la reconnaissance de chiffres. Et vous voyez, lorsqu'il y a un point blanc qui apparaît, là, c'est en train de tourner, lorsqu'il y a un point blanc qui apparaît, ça veut dire qu'il y a une connexion neuronique importante. Et donc, on voit que le réseau deep learning, on est parti, la première vidéo, c'était un chiffre. Après, il y en a une vingtaine, là, ou 16, je ne sais plus combien. Et ça peut aller jusqu'à des capacités de millions de paramètres entraînés progressivement. Alors, un autre point important qui a permis de démocratiser l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a maintenant des outils pour aider à la programmation, ce qui rend la tâche plus abordable. Ces outils, c'est des plateformes qu'on dit open source, comme TensorFlow, qui est développé par Google, qui est dédié au machine learning, ou alors PyTorch, qui est développé au deep learning. Et ça a permis de bien démocratiser. Et là, vous voyez encore, on voit bien les connexions neuronales. Et pour finir sur cette diapo, le deep learning, ça peut interpréter ou analyser des images de la parole, de la vidéo, de l'audio, et ça s'utilise en médecine, ça s'utilise dans la finance, on peut modéliser plein de choses. Alors, pour conclure, ce sera ma dernière diapo, la présentation. Je vais vous parler du succès surtout et aussi des limites du deep learning. Je crois que ça peut être bien résumé dans ce graphique. Donc, quand je vous ai parlé de la première approche, le machine learning traditionnel, eh bien, c'était, je vous rappelle, on prenait en compte des caractéristiques quand on faisait de la machine learning, donc de l'apprentissage par les données, pour déterminer des règles. C'est représenté par la courbe rouge, celle du bas, là. Ce qui arrive lorsqu'on rajoute des données, on va améliorer un peu la performance, mais très vite, on va voir que la performance, elle va saturer, on ne peut pas faire mieux. Et la limite, encore une fois, elle est liée à la détermination, a priori, des caractéristiques. On voit donc que le machine learning, il y a des limites. Alors, quand on introduit un modèle de type deep learning, c'est les trois autres courbes, eh bien, on fait mieux. Alors, ce que l'on entend par shallow ou medium neural network, c'est l'implémentation de strates supplémentaires. Plus on ajoute de strates, plus le modèle a la possibilité d'apprendre, plus il est performant. Alors, pour revenir avec le sujet littéraire qui m'avait été donné par Gilbert, on peut dire que, et pour faire une référence à la littérature française pour laquelle j'aurais une petite préférence, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme dirait Candide. On voit qu'il y a un cercle vertueux d'amélioration dans l'ajout des données. Plus on a des données, et eh bien, plus l'échantillon, dans l'échantillon de travail, et meilleure est la performance. Et on voit avec le Deep Network qu'on augmente la performance. Mais néanmoins, il faut faire pas si vite, not so fast, comme diraient les anglo-saxons. Les données, c'est la pierre d'achoppement, c'est le tendon d'Achille, la limite du deep learning. Parce que les données, eh bien, elles ont un coût. Et on ne peut pas multiplier les données, ne serait-ce qu'en termes de stockage. Alors, il est clair qu'on a de plus en plus besoin de données pour entraîner le modèle. Mais la recherche en intelligence artificielle actuellement, elle est centrée sur l'efficience de l'échantillon de travail, c'est-à-dire sur comment entraîner la machine avec le moins de données possible. L'idée, c'est donc de réduire la quantité de données pour produire la même performance. Alors, dernier point, c'est la forme des courbes qui est importante et qui est corrélée au nombre de données. Alors souvent, quand on a… en fait, il y a trois façons de calculer les données nécessaires lorsqu'on en est en face d'un problème que l'on veut résoudre par l'intelligence artificielle. Soit il y a un précédent, c'est-à-dire il y a un ou des travaux existants qui ont déjà été publiés pour résoudre un problème similaire. Eh bien, on va connaître la quantité de données et ça, généralement, ça se traite par le machine learning. Après, il y a un autre procédé qui est dit intuition. Si on a un concept qui est facile à appréhender, qui est binaire, un peu comme pour le mélanome, ça ne requiert pas trop de données. Et puis, si on ne sait pas combien de données il va falloir, on va dire qu'on va utiliser une méthode de type au fil de l'eau ou as we go. En fait, au fur et à mesure de l'acquisition des données, on va mesurer le changement de la courbe. Je vous ai montré tout à l'heure cette ligne droite entre bénin et malin. Et souvent,
quand on a des modèles plus sophistiqués, eh bien, la courbe du Deep Neural Network, vous voyez, c'est une courbe en S comme ça. Ça permet de voir l'amélioration dans le classement selon la pente de la courbe et aussi si les données sont saturées ou non et s'il faut continuer avec encore un peu plus de données. Eh bien voilà, je vous remercie. C'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette petite présentation que j'espère vous avez appréciée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre Falcoz. C'était très, très intéressant. Je dois dire, avant de donner la parole à Marcel Dahan, que en matière d'intelligence artificielle, je fais la brasse coulée, mais grâce à toi ou grâce à vous, j'ai un tuba maintenant pour respirer. C'est gentil, merci. Marcel, est-ce que tu es là? Oui, bien sûr, je suis là. Bonjour. Alors, je vais te demander deux choses. La première, discuter la présentation de Pierre Falcoz et ensuite nous faire ta conclusion. Ce n'est pas toi qui as organisé la réunion, mais tu es en communauté d'esprit avec l'organisateur qui a dû s'absenter un instant et j'ai toute confiance dans ton esprit de synthèse. OK. Alors d'abord, je ne peux que me réjouir de la qualité des orateurs. C'était fabuleux. Depuis 2 heures et demie, il y a un florilège de présentations, de gens qui ont des qualités oratoires qui m'impressionnent beaucoup. Ensuite, concernant la présentation de Pierre-Emmanuel, je pense que Pierre est comme Obélix, il est tombé dans la potion magique des bases de données quand il était jeune, et donc il a peu de mérite à essayer de faire évoluer les choses. Et surtout, depuis 2002, j'ai l'impression que partant d'une base qui avait une valeur purement d'auto-évaluation, on en arrive à quelque chose d'un peu magique, un peu comme nous a décrit Anne Hollande, jusqu'où ne faut-il pas aller, jusqu'où faut-il aller. Et ça m'impressionne beaucoup parce que je me pose des questions, je me dis ben, finalement, est-ce que tout ce que nous a raconté Pierre ne va pas nous remplacer? Par exemple, une chose toute simple, est-ce que finalement, grâce à l'intelligence artificielle, les RCP vont être utiles, puisque finalement, il suffira de rentrer les données pour savoir si le patient va être opéré, combien va-t-il vivre de jours, et quelles sont les complications qu'il aura avec quel traitement et tout. Alors, une des questions que je veux poser avant de conclure, puisque on reviendra là-dessus, à Pierre, c'est finalement, est-ce que tu ne nous proposes pas de supprimer des étapes dans le diagnostic et de faire en sorte que le rôle du chirurgien sera bien diminué et ne sera qu'un enregistreur de deep learning? Merci de cette question, mon cher maître. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut être plus intelligent que la machine, c'est encore possible, et l'utiliser parce qu'il y a un vrai potentiel. Hein. Il y a un vrai potentiel, mais il faut garder la maîtrise. Alors, en chirurgie, là, en pratique, parce que c'était assez théorique, là, mon affaire, en pratique, il y a de très beaux écrits, notamment sur une étude sur le cochon, par exemple, où il y a eu de la détection nerveuse péropératoire avec analyse du signal, d'un signal spectral, donc in vivo de l'image, et couplé au deep learning. Et en temps réel, en avançant au fil de l'eau dans la dissection, le chirurgien savait s'il s'approchait ou pas d'une lésion nerveuse qu'il aurait ou pas fallu couper. Ça, je pense que c'est, pendant la chirurgie de la prostate, ça peut être quelque chose d'intéressant. Utilisation de la réalité augmentée, ça se fait pas mal, couplé donc à qui permet de coupler une image scanner ou une image IRM et une vidéo en live. Et il y a des études ex vivo là-dessus qui sont intéressantes. Une application directe,
à la frontière, mais dans l'endoscopie, avec l'endoscopie digestive, dans la détection automatique des cancers coliques, colorectales, avec toujours pareil, le signal, traitement du signal, analyse par machine learning en flux continu. Et ça, il y a déjà eu, les Allemands ont montré ça il y a quelque temps, récemment, une dizaine ou une quinzaine de patients qui ont été opérés comme ça. Alors, on avait parlé de la RCP. Est-ce que ça peut le machine learning, est-ce que l'intelligence artificielle peut s'adapter? Oui, ça va permettre de créer des algorithmes, de formaliser un peu plus la décision, mais la problématique qu'il va y avoir, encore une fois, ça va être de savoir ce qu'on met dans la machine, les caractéristiques qu'on va prendre, et on sera forcément limité, et puis de poser la bonne question. Donc là, on a encore un rôle à jouer. Je pense que ce n'est pas pour tout de suite, mais que ça aide à prendre des décisions, notamment en paire opératoire avec la réalité augmentée, du traitement, du signal d'image, oui, certainement. Voilà. Avant de redonner la parole à Marcel, je voudrais aller dans ton sens, mais en disant que ça va durer, que l'intelligence humaine sera toujours supérieure à celle des machines. Et je reprends l'exemple que tout le monde connaît de l'amérissage de l'avion dans l'Hudson. Tous les ordinateurs disaient au pilote « il faut vous poser ». Il a décidé d'amérir et on a ensuite fait des comptes et les ordinateurs s'étaient trompés. Pourquoi ? Parce que les données avaient été mal enregistrées. Or, on revient à la notion dont tu as parlé tout à l'heure, qui est le recueil des données et la précision de celles-ci et leur nombre. Et je pense je pense rien du tout. Je me demande si la question fondamentale de l'intelligence artificielle n'est pas justement ce recueil des données. Marcel, je te redonne la parole. Oui, écoute, pour aller dans ton sens, Philippe, ce que tu viens de décrire me rappelle quelque chose, puisqu'on revient sur le film dont tu as parlé. Tu sais que j'adore l'aviation. Les choses qu'il n'y a pas dans l'intelligence artificielle, c'est exactement ce qu'il y avait dans cette histoire de l'Hudson. Ce sont les facteurs humains. Et le jour où on arrivera à modéliser les facteurs humains, je pense qu'on sera prêt d'avoir touché comme Icare le soleil. Et je ne sais pas ce qui se passera. Mais en tout cas, on a un problème, c'est d'arriver à modéliser ces facteurs humains. On n'y est pas encore. Voilà. Mais pourquoi on n'y est pas? On n'y est pas parce qu'on est tous différents. Absolument. Et il ne faut surtout pas oublier ce terme de facteur humain qui est au cœur de notre spécialité, de notre pratique de tous les jours, de chirurgiens, de médecins, de pilotes, de plombiers et autres. Donc tout ça, je pense que les machines ne sont pas encore prêtes à tout prendre. Bon, c'est pas pessimiste ce que je dis, mais finalement, c'est plutôt optimiste. Nous, ce qu'il faut, c'est nous agrémenter notre vie en nous supprimant des tâches qui nous sont difficiles à réaliser, répétitives ou insupportables. Voilà. Ce que j'ai retenu, moi, de cette séance, c'est, comme je vous ai dit, un florilège de présentations. À chaque fois, je suis émerveillé à l'Académie lorsque je viens ou lorsque j'écoute ce qui se passe, de la jeunesse, d'esprit de tout le monde, puisque finalement, l'Académie, ce sont des retraités, voire même des sur-retraités. Et je trouve qu'il y a un esprit novateur qui règne là-dedans. Et peut-être que c'est cette expérience passée qui fait qu'on peut mieux se projeter dans l'avenir et qui règne au sein de cette académie. Voilà, et à chaque fois, c'est un énorme plaisir d'abord de répondre à Gilbert Massard positivement en y participant, de venir présenter et puis d'écouter des jeunes qui, comme M. Renaud et autres que j'ai connus comme internes, et qui ont pris, et même Olaf et d'autres, qui ont pris leur envol et qui ont une stature nationale, voire même internationale, par leur raisonnement, par leur pondération, et puis surtout par le côté humain qu'ils mettent à pratiquer cette chirurgie.
Voilà ce que je voulais dire pour conclure et le bénéfice que je tire de pouvoir côtoyer cette institution qui m'émerveille à chaque fois. Merci à toi, Philippe, d'animer tout ça avec autant de dynamisme que j'ai toujours connu lorsque je venais remplacer à Cahors comme jeune interne de chirurgie générale. On a une autre question d'un ophtalmologiste, c'est-à-dire si l'Académie de chirurgie est très diversifiée. Merci beaucoup. Oui, c'est passionnant ces conférences sur le deep learning, etc. Alors, sur un plan philosophique, il y a tout le problème de l'erreur. Un certain nombre de découvertes faites par l'humanité a été faite à l'occasion d'erreurs qui étaient hautement improbables. Donc ça restera toujours le challenge par rapport à la probabilité de quelque chose de sûr, puisqu'un certain nombre de découvertes a été faite de façon complètement improbable. La deuxième chose, c'est parfois on peut avoir une erreur salvatrice improbable. Voilà, c'était les 2 points que je voulais simplement préciser. Merci beaucoup. Et je voulais, pour conclure la conclusion de Marcel, lui dire que l'Académie est l'intermédiaire de tous les chirurgiens français. Elle est leur témoin, elle assure leur promotion, elle diffuse l'excellence, et elle se rajeunit d'année en année. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne soirée.